peut-être rajouter, vous avez dit qu'il y a pour le moment un peu un manque de financement pour l'association, et là aussi on pourrait donc faire une demande si jamais vous avez envie de financer ce genre de film. Donc là c'est la demande publique de se lancer dans l'élaboration de ces films. Je trouvais ça très intéressant, déjà à l'époque, quand on s'est vu ici pour élaborer le manifeste, cette idée de finalement faire de créer des films à la fois pour les personnes qui sont atteintes et qui reçoivent le diagnostic, mais aussi pour le reste de la société, de comprendre en fait les difficultés qu'on rencontre des personnes atteintes d'une maladie neuroévolutive au quotidien, finalement, au lieu de uniquement expliquer la maladie. Avant de vous donner la parole, parce que avant tout c'est à vous de partager avec nous vos réflexions. Je me permets quand même, comme j'ai le micro en main, de vous poser une question. En fait, vous avez dit tout à l'heure que c'est la personne malade qui sait dont elle a besoin. Et donc là, on retrouve tout à fait cette idée de bienveillance. Je me permets de citer quand même un philosophe, Martin Hartmann, qui a écrit un livre, La pratique de la confiance. Et dans ce livre, il dit que la bienveillance est le témoignage de l'importance des besoins d'autrui et la reconnaissance de la personne et de ses aspirations. Mais qu'est-ce que vous faites? Et donc c'est ça ma question. Qu'est-ce que vous faites si vous avez une réticence par rapport aux besoins exprimés? Parce que je peux très bien m'imaginer que les choses qu'on rencontre dans toutes les structures, qu'une personne qui est accueillie exprime un besoin avec lequel on n'est pas forcément d'accord. Qu'est-ce qui se passe au quotidien? Dans les maisons, vous voulez dire? Oui. C'est une bonne question. Je ne vois pas de situation comme ça qui me saute aux yeux. Il y a le besoin de sortir, qui est un besoin très très important. Il y a beaucoup de personnes aux maisons qui marchent quasiment 24 heures sur 24, qui ne savent pas s'arrêter de marcher en fait. Donc ils mangent debout. On leur présente en fait sur le comptoir dans la cuisine, il y a leur assiette et on leur propose, à chaque fois qu'elles passent, on leur propose pour qu'elles puissent manger, parce que les asseoir, à part la contention, il n'y a rien qui marche. Donc en fait, on s'adapte en fait vraiment à ce besoin, vraiment jusqu'au bout, dans le détail. Et malgré tout, physiologiquement, de marcher sans cesse, il y a une limite. Donc il y a une fatigue du corps qui est importante. Et en fait, ce qu'on a trouvé pour répondre à ces personnes, alors c'est pas elles qui l'ont exprimé parce que ces personnes ne parlent plus, mais ce qu'on a trouvé pour les apaiser et pour les asseoir quand même dans la journée, c'est de les emmener faire une balade en voiture. Donc quand on a quelqu'un à aller chercher des trajets à faire, on les invite à venir en voiture, et c'est un moment qui manifestement répond à leur besoin de bouger, tout en les asseyant et en apaisant le corps en fait. Donc c'est ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Donc il y a des personnes qui font 1 heure de voiture le matin et l'après-midi pour pouvoir s'asseoir 1 heure le matin et l'après-midi. Sinon on n'y arrive pas. Après, des besoins exprimés... des besoins de soins, c'est les soins qui sont, les douches le matin, le soir, ça on arrive à répondre. Les goûts alimentaires, on arrive à répondre. Les rythmes de vie, on arrive à répondre. Quelqu'un qui avait l'habitude de se lever à midi et de se coucher très très tard, voire de ne pas se coucher, ça on sait le faire. Donc y a une dame qui veut aller chez le coiffeur tous les jours parce que c'est très important. Ça, on lui explique que c'est difficile dans la vie d'aller chez le coiffeur tous les jours. Mais voilà, c'est des frustrations qui font partie de la vraie vie aussi, je pense. Donc effectivement, on ne dit pas oui à tout, mais on ne dit pas non. Donc on essaie simplement de dire c'est prévu d'aller chez le coiffeur, mais on a un rendez-vous, on la rassure sur son besoin d'aller chez le coiffeur. Donc on dit c'est prévu, on le tient en compte, on lui montre sur le calendrier qu'il y a un rendez-vous qui est marqué. Alors la notion du temps, elle est parfois difficile, donc c'est vrai que elle a ce besoin tous les jours. On lui propose un shampoing, on lui propose de la coiffer, on lui propose autre chose. Donc on essaie de jamais dire non,
Mais effectivement, on ne peut pas dire oui à tout au pied de la lettre, en fait. Donc on essaye toujours de trouver quelque chose qui apaise le besoin, et puis aussi d'aller chercher le besoin, parce que quelqu'un qui nous dit cette dame qui veut aller chez le coiffeur tous les jours, je pense qu'elle n'est jamais allée chez le coiffeur tous les jours, mais on imagine que c'est un appel à prendre soin d'elle, à l'écouter, à passer du temps avec elle. Donc on essaie de comprendre le besoin qui est caché derrière cette demande, pour répondre aux vrais besoins. Voilà, une personne qui dit qu'elle veut rentrer chez elle, on ne lui dit pas « vous êtes ici chez vous », parce que si elle ne se reconnaît pas comme étant chez elle encore, ce n'est pas la peine de lui dire qu'elle est chez elle. Par contre, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle aurait envie de faire chez elle, quel est son besoin en fait. Est-ce qu'elle aurait envie de parler avec quelqu'un? Est-ce qu'elle aurait envie... Donc finalement, souvent, de passer un coup de fil à un proche, ça répond aux vrais besoins. Et puis s'il faut, on prend aussi la voiture pour aller faire un tour. Mais il y a des personnes qui habitaient loin, donc c'est compliqué ça de répondre. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'aurais une autre, mais je vous laisse. Bonjour, je suis Christelle Cohen, psychomotricienne, et j'ai une question pour Madame Noël. Vous vous êtes présentée comme une personne atteinte d'une maladie de Parkinson, mais vous n'avez pas parlé de votre activité d'artiste. Et moi, ça me laisse sur ma faim, parce que j'aurais voulu savoir quelle forme d'art vous pratiquez. Je suis dessinateur en architecture d'intérieur. Ça, c'était le premier métier que j'avais quand je suis sortie des Beaux-Arts et des Arts décoratifs de Paris. Et puis, j'ai eu un autre métier parce que je me suis rendu compte qu'à vrai dire, la décoration intérieure, ça m'ennuyait profondément. C'était pas assez créatif. Ou alors, si quand vous êtes dans des agences de design ou d'architectes, il y a un créatif, puis il y a les larbins qui font des plans derrière. Donc, j'ai un peu bifurqué. Et puis, il y a une quinzaine d'années, je me suis relancée dans ce qui est ma démarche artistique, mais plutôt artisanale, on va dire. Et donc, comme je pratiquais la céramique depuis longtemps, je suis devenue donc céramiste. Donc, je suis inscrite à la Maison des Artistes et je fais des marchés potiers, ou des marchés de céramique. Souvent, les gens confondent avec mosaïque, mais enfin, peu importe. Donc, on va dire potier. Et donc, j'avais un atelier, donner des cours, enfin bon, métier de... En plus, en dehors de ça, moi, je ne suis pas que céramiste, je pratique la photographie. J'ai même participé à une expo il y a 3 semaines, là, une expo photo. Et puis, je dessine aussi, faire des carnets de voyage. Enfin, j'ai beaucoup d'activités. Je arpente tous les musées, les expos, les machins. C'est vraiment ma vie, quoi. Et quand est tombé le diagnostic, disons que l'acupuncteur m'avait expliqué qu'on ne sait pas très bien comment ça agit, comment viennent ces maladies-là. Mais a priori, ce serait suite à une grosse dépression, soit suite... attendez, la dépression... Oh, je me souviens plus. Ah oui, je me souviens plus. Enfin, peu importe. Bon, j'ai oublié, c'est pas grave. Et donc, je me suis retrouvée complètement anéantie. J'ai perdu l'atelier que je partageais pour des problèmes de cohabitation. Et je me retrouvais à bosser chez moi, dans mon atelier. Et puis, je me suis rendu compte que tout bonnement, je n'arrive plus à pratiquer mon métier. Je n'y arrive plus. Et porter des pinters de 10 kilos, je ne peux plus parce que j'ai des problèmes j'ai les bras, je n'arrive plus à porter au-dessus d'1 kilo, c'est terminé. Et donc, mon activité de céramiste, par contre, elle est tombée au point mort. Alors, donc, à la Maison des Artistes, je ne déclare plus rien. Cette année, je ne fais aucun marché. Par contre, je me suis relancée, réaxée vers la photographie. Donc, j'ai participé donc, à une expo avec une copine. On s'est fait une galerie pendant une semaine. Mais par exemple, on a mis 2 jours pour accrocher les photos. Le deuxième jour, moi, mes problèmes principaux de la maladie, c'est surtout des raideurs. Des raideurs des bras, des jambes, la cage thoracique. Enfin, vraiment, je suis le robot, quoi. Et 2 jours de monter sur l'échelle, de redescendre, d'accrocher, de visser des trucs, de les remonter. Moi, j'en pouvais plus, quoi. J'ai cru que j'allais mourir. C'était compliqué. En plus, la personne avec qui j'exposais ne sait pas que j'ai la maladie. Donc à chaque fois, je lui disais, je tournais ça à la blague. Ah oui, mais j'ai pas dormi beaucoup, je suis fatiguée, j'ai mal partout. Ouais, mais enfin bref, elle est plus âgée que moi, elle court dans tous les sens. C'est très vexant de se dire j'ai 10 ans de moins et
Enfin bref, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, vous me posez la question, ma vie, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, parce que il faut bien vivre, des revenus, moi, je vous raconte tout là, c'est égal à zéro, c'est très compliqué. Je ne sais même pas si je pourrais continuer ce métier-là, je ne sais pas du tout. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Alors, c'était quand? C'était samedi. Je suis allée, parce que l'un de mes projets photographiques, c'est de photographier les artistes dans leur atelier. Maintenant que j'en ai plus. Et donc, je suis allée voir un graveur et je l'ai photographié pendant qu'il était en train de faire une impression, en l'occurrence. Et à un moment, il me dit alors, la céramique, ça marche? Je dis en ce moment, je suis un peu fatiguée, j'ai un petit peu mis un bémol, là, mais je me suis mise à photo, puis je dis c'est pas fatigant, t'as que le doigt. T'as que le doigt qui bouge. C'est pas très fatigant. Bon, je tourne toujours ça à la rigolade, mais c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. Là, franchement, je sais pas. Merci. Je sais pas. Là, vous touchez à un point qu'on a aussi beaucoup discuté et qui est aussi développé donc, dans le manifeste. Je pense que c'est le point numéro 3, les problèmes de dire la maladie, de mettre les mots là-dessus, de oser de dire ce qu'on a. Alors que ce qui était très intéressant dans nos échanges, c'était quand même est-ce qu'il faut nécessairement dire le mot de la maladie ou nommer la maladie, alors que finalement ce qu'on souhaiterait c'est des gestes de bienveillance par rapport aux symptômes de la maladie, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. C'est une différence de dire je suis fatigué pour n'importe quelle raison, ou je vous demande de m'aider parce que j'ai la maladie de Parkinson, par exemple. Oui, moi je préfère ne pas le dire, parce que la maladie de Parkinson, parce que justement, à chaque fois on me répond tu trembles pas, c'est bizarre. Mais je dis oui, mais non, j'ai d'autres symptômes, je suis désolée, je tremble pas. Heureusement, parce que si j'avais celui-là en plus, ce serait une catastrophe. Oui, effectivement, je dis que j'ai des problèmes de santé, mais je ne nomme pas la maladie. Ou alors, par exemple, l'un des symptômes, c'est les raideurs, on appelle ça de l'hypertonie musculaire. Alors, je leur dis, je fais de l'hypertonie musculaire. Oh, mince, c'est grave. Et donc, du coup, je noie le poisson un petit peu comme ça, mais sans citer la maladie, puisque, comme je répétais depuis le début, elle n'est pas connue. Même les médecins ne connaissent pas les symptômes. Donc, les kidams dans la rue, encore moins. Quelles sont les avancées dans le domaine médical, dans la maladie de Parkinson, au niveau de la recherche? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça bouge? D'abord, alors juste quelques commentaires par rapport à ce que vous avez dit, madame, qui est tout à fait caractéristique de ce que l'on entend beaucoup. Les médecins généralistes connaissent peu les maladies neuroévolutives qui sont rares. Pour un médecin généraliste, avoir quelqu'un qui a une maladie de Parkinson dans sa clientèle, il en a un ou deux, quelquefois pas du tout. Donc c'est quelque chose qui est rare, et par conséquent, surtout quand la maladie qui est caractérisée habituellement par des tremblements ne tremble pas. À ce moment-là, si vous voulez, c'est quelque chose qui est assez inhabituel. Autant je suis prêt à considérer que l'expérience que vous avez eue par rapport au médecin généraliste, je suis prêt à défendre le médecin vis-à-vis de sa connaissance des maladies. On ne peut pas tout connaître. Par contre, la façon dont il vous a traité en vous disant « mais j'ai d'autres expériences », on avait présenté ici une expérience dans laquelle il y avait un médecin qui se moquait d'une jeune femme qui avait une maladie de Parkinson débutante, qui lui disait « je crois que j'ai une maladie de Parkinson ». Et alors, une fois qu'elle rentrait dans la salle d'attente, il l'avait regardée, puis il avait dit « tu ne trembles pas aujourd'hui ?» Voilà. Donc, si vous voulez, on avait eu ces témoignages au mois de décembre, au mois de janvier, quand on avait fait la réunion. Autant, je pense que vis-à-vis du neurologue, vous avez montré effectivement ce que vous avez vécu, mais il y a quand même ailleurs d'autres neurologues, et en particulier des centres de neurologie qui sont plus spécialisés, qui ont effectivement tout un accompagnement au moment où on annonce un diagnostic, le désarroi dont vous avez parlé, la quête incessante d'informations que vous ne trouvez pas ou que vous comprenez mal, tout ça est quand même aujourd'hui
pour beaucoup de personnes prises en place, à condition bien sûr que vous ayez trouvé le bon endroit où on pourra vous accompagner et vous écouter. Alors en ce qui concerne la recherche, oui, la maladie de Parkinson aujourd'hui fait l'objet de nombreuses recherches. Il y a aujourd'hui des médicaments de cette maladie qui agissent sur les symptômes, mais il y a aussi beaucoup de recherches. On commence de comprendre les mécanismes de ces maladies. En particulier, il y a ce qu'on appelle des protéines anormales à l'intérieur des cellules nerveuses qui sont mal métabolisées, qui se déposent et qui tuent les neurones. C'est vrai dans la maladie d'Alzheimer, c'est vrai dans la maladie de Parkinson, c'est vrai dans d'autres types de maladies. Et donc, la recherche est en train de développer un certain nombre de nouveaux médicaments qui agiraient non seulement sur les symptômes, mais agiraient aussi sur le mécanisme fondamental de la maladie. Et puis, il y a aussi, vous le savez, des recherches qui ont abouti aujourd'hui. Certaines personnes sont traitées par la neurostimulation, la stimulation cérébrale profonde. Donc, il y a effectivement des démarches de recherche qui sont des démarches de recherche tout à fait importantes dans cette maladie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci mesdames pour vos témoignages. Madame artiste qui fait de la poterie, effectivement c'est certainement très lourd quand vous avez cette masse de terre, mais c'est peut-être plus facile pour vous d'être avec cette masse de terre que d'être avec un médecin, puisque l'expérience que vous en avez est assez délicate. Je pense que le médecin, son rôle, c'est de faire un diagnostic. Alors il n'a peut-être pas la manière, il n'a peut-être pas l'habilité et la manière de communiquer pour vous l'expliquer. Peut-être qu'il aurait dû prendre davantage de gants et davantage peut-être de poésie par rapport à vous pour vous dire que c'est une maladie très, très diverse. Et comme elle est très diverse, on a du mal à en discerner les différents aspects. Tant mieux, parce qu'on ne peut pas avoir tous les aspects en même temps. Ceci dit, le vécu qui est le vôtre est effectivement très pénible quand on le vit de cette manière-là. Et peut-être qu'il y a des progrès à faire en recherche, bien évidemment, mais aussi sur la manière de communiquer et de prendre le patient comme un patient pour aller au-delà du diagnostic, parce qu'il y a tout un côté, et peut-être que vous allez rencontrer des thérapeutes qui peuvent vous aider sur le plan physique, sur le plan des mouvements, mais aussi sur le plan de la détente, et qui vous amèneront à vous expliquer peut-être plus facilement qu'avec vos voisins. Et c'est le problème que vous avez soulevé, qui est effectivement de dire la maladie. Là, vous osez la dire face à un public qui est plutôt restreint, et c'est vrai que c'est difficile quand il n'y a qu'une seule personne, et surtout qu'on connaît bien les personnes. Mais après tout, on n'est pas obligé de dire les mots. Ce qu'on ressent est certainement plus important et plus efficace qu'une étiquette qu'on nous a collée et qui vous reste toute la vie et qui peut vous impressionner. Le phénomène est le même avec les radios. Quand on vous lit une radio ou quand on vous fait lire une radio, vous avez de l'arthrose. Tout le monde a de l'arthrose. Et ce n'est pas forcément ça qui vous fait mal. Alors peut-être que cette étiquette de Parkinson, comme Alzheimer, qui est aussi une étiquette difficile à vivre, n'a pas une signification aussi dramatique que celle que l'on veut bien transmettre. Donc là, il y a peut-être aussi beaucoup à prendre. Par rapport à madame, votre expérience sur la maison de Crolles, qu'on a vue récemment dans un film, dans cet aussi espace éthique qui a été abordé, une question me vient, vous avez parlé des différents acteurs, l'ARS, le Conseil général, la municipalité, qui vous fournit un terrain, une maison, mais les membres de cette communauté qui sont donc atteints de cette affection, financièrement participent aussi à la vie de la maison, de la collectivité ou pas. On est sur un financement du monde du handicap, donc qui est très différent du monde de la personne âgée. Donc effectivement, les personnes contribuent à leurs frais d'hébergement, mais avec l'aide sociale à l'hébergement lié au monde du handicap, elles contribuent vraiment en fonction de leurs moyens. Et de fait, aujourd'hui, ce n'est pas un obstacle à venir vivre dans les maisons. Il y a des personnes qui payent presque rien parce qu'elles n'ont pas de ressources, et puis d'autres qui contribuent plus largement au fonctionnement des maisons. Nous, on a un budget de fonctionnement aux maisons de Crolles qui est donné par l'ARS et le département. Et c'est le département qui vient rechercher auprès des habitants
une part de ce qu'ils peuvent, de leur contribution. Donc en fait, ça n'a pas d'impact sur nous, sur le fonctionnement des maisons aujourd'hui. Il n'y a pas d'obstacle, quels que soient les revenus des personnes et quel que soit leur état de santé, puisqu'on accompagne jusqu'au bout. Les personnes, du moment qu'elles ont moins de 65 ans à l'entrée dans les maisons et qu'elles soient en situation de handicap reconnu avant leurs 60 ans, que ce soit une maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, elles ont la possibilité de venir dans la mesure des places disponibles. Bonjour, Chantal Gimard, je suis psychologue pathoclinicienne et psychothérapeute en libéral. Donc je suis interpellée par plusieurs choses. Je pense que comme beaucoup de maladies, trop souvent nous nous heurtons à la classification. C'est-à-dire que nous ne tenons pas compte des particularismes, des spécificités chez chaque individu en se disant que tous les individus sont uniques. Mais nous sommes dans la classification. Et c'est pour ça que d'emblée, la maladie de Parkinson est vécue comme synonyme de tremblement. Et pas synonyme que chacun peut avoir des symptômes différents et qui peuvent effectivement faire partie de la maladie d'Alzheimer. Et ça, c'est pour tout. Quand vous avez parlé du fait de savoir, de faire attention aux besoins des gens. Moi, je crois que c'est dans toutes les situations, c'est dans nos relations. Je vous donne un exemple vraiment banal. Nous arrivons chez quelqu'un. Nous voulons juste d'un verre d'eau. Mais cette personne, dans sa relation à l'autre, à celui qu'elle reçoit, elle est persuadée qu'un verre de jus est mieux. Donc, elle n'entend pas le fait du besoin d'eau, mais elle va retenir le fait de donner du jus. Elle va penser qu'elle vous a bien reçu. Et quand on lui demandera, alors, comment ça s'est passé avec un tel? Ça a été agréable parce qu'un tel, je pense qu'elle était satisfaite, tout ça, mais jamais elle ne s'est inquiétée, elle n'a focalisé sur le besoin de l'autre. On ne nous apprend pas à focaliser sur le besoin de l'autre. Je crois que nous sommes, et l'autre vient autour de nous, mais jamais nous focalisons réellement sur l'autre, qui est l'autre, que veut l'autre. Et ça, je pense qu'il y a une répercussion après dans les maladies, dans les différentes maladies, dans les définitions, dans les attitudes à avoir avec les gens, parce que nous ne sommes pas habitués à cela. Pour parler de l'ici et le maintenant par rapport à votre association, je crois que nous aussi, il nous faut apprendre à vivre l'ici et le maintenant. Trop souvent, nous sommes hantés presque par hier, et nous ne voulons pas reproduire hier, nous sommes insatisfaits d'hier, nous sommes hantés par demain, alors que nous ne savons pas ce que demain sera, mais l'ici et le maintenant, nous l'oublions. Et c'est ça qui nous empêche d'avoir des relations positives entre nous, parce que nous sommes trop dans hier et demain, et pas dans l'ici et le maintenant. J'aimerais aussi vous demander, par rapport à cette association à Madiem, est-ce qu'il y a des thérapeutes? Est-ce qu'il y a des gens qui prennent en charge ces gens? Et quelles sont ces disciplines? Quels sont les différents professionnels de santé? Parce que personnellement, moi, je prends des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais aussi de la maladie de Parkinson, et surtout au niveau des parents, c'est-à-dire les répercussions dans la famille. Donc, est-ce que vous avez travaillé avec dans votre topo? Je vois qu'il y a les associations, qu'il y a tout cela, mais est-ce que vous êtes tourné vers les libéraux pour savoir comment ça se passe? On s'appuie sur le réseau de professionnels, parce que c'est essentiel. Beaucoup des personnes, des familles qu'on rencontre sont suivies par le centre mémoire, où il y a psychologue, psychomotricien, neuropsy, et qui donnent satisfaction. Donc beaucoup sont suivis là-bas, d'autres sont suivis en libéral pour d'autres raisons, et c'est très bien. Donc oui, on s'appuie sur le réseau, c'est professionnel. Les familles dans les rencontres partagent, plusieurs familles ont bénéficié d'une thérapie familiale pour aborder tous ensemble avec la personne touchée, les conjoints, les enfants, ce que chacun vivait de difficile, chacun croyant épargner l'autre, et finalement tous étant assez seuls dans leurs difficultés. Donc les familles ont partagé parfois assez librement, non pas le contenu, mais le bénéfice qu'elles ont tiré de ces rencontres. Et du coup, on donnait l'envie à d'autres de participer à ces thérapies familiales. Donc il y a des partages comme ça, enfin on partage sur les ressources et on s'appuie sur un réseau, c'est essentiel. Après aux maisons, les professionnels sont essentiellement des professionnels de l'accompagnement du quotidien.
Il y a des infirmières qui sont salariées des maisons parce qu'il y a besoin de soins. Mais psychologues, kinés, orthophonistes, neuropsy, ergo, ils interviennent, c'est des libéraux en fait qui interviennent aux maisons en fonction vraiment du besoin de chacun et chacun pouvant choisir aussi l'interlocuteur qui leur convient. En particulier l'orthophoniste, c'est vraiment très personne dépendant et tous les habitants n'apprécient pas les mêmes orthophonistes. Donc vraiment chacun choisit son orthophoniste. C'est pas des salariés en fait, c'est des libéraux qui viennent aux maisons ou les habitants qui vont sur place quand c'est possible. Donc, Bonjour, je suis Néphélia Delacroix, je suis psychologue clinicienne, spécialisée dans le psychotrauma entre autres. Et là, en fait, ce qui m'interpelle dans ce que j'entends, pour moi, ce que c'est qu'une société bienveillante, c'est pas une société où on essaie de reproduire des vraies maisons. C'est pas une société où on essaye de regrouper des gens. Mais c'est une société où on intègre les gens. C'est-à-dire que c'est une société où chacun peut avoir sa place avec sa différence. Une société où la maladie est vue non pas comme un handicap qu'il faut classer, mais comme une richesse. Aujourd'hui, ce que vous faites, et enfin, je trouve ça super dans la société dans laquelle on est. Parce qu'effectivement, le sens bienveillance, vraisemblablement, ça y répond. Mais que les gens puissent rester au sein de leur famille. On oublie l'importance. C'est-à-dire que votre créatrice, si j'ai bien compris, vous me dites si je me trompe, sa préoccupation, c'était de ne pas être un poids pour les siens. Mais la maladie, c'est pas un poids. C'est aussi une richesse, une façon de voir la vie autrement, de créer. Un diagnostic, c'est pas une étiquette qu'on vous colle et on vous dit, voilà, vous êtes enfermé là-dedans, restez dans cette petite case. C'est, oui, très bien, vous souffrez d'une maladie, mais au-delà, vous êtes une personne avec un vécu subjectif. Qu'est-ce que vous en faites de cette maladie? Qu'est-ce que vous allez pouvoir créer, inventer avec? Quelles vont être vos propres ressources, les ressources de notre société? Enfin, on est quand même dans un grand paradoxe. Aujourd'hui, vous dites, je ne peux pas être payé par ce que je fais. On est reçu par le ministère de la Santé. Enfin, je me suis peut-être trompée d'adresse, ou j'ai peut-être pas bien compris. Mais on est vraiment dans un paradoxe. Vous cherchez des fonds. Pourquoi on cherche des fonds? Pourquoi cette dame-là, elle n'a pas été entendue dans qu'est-ce que vous vivez, madame? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous êtes une artiste. J'espère que voilà, cette maladie va pouvoir vous permettre de créer quelque chose qui vous ressemble et de montrer aux autres que, bah oui, certes, vous n'êtes pas votre maladie. Vous êtes toujours vous. Vous avez été diagnostiqué, c'est un diagnostic, c'est pas vous. Voilà, je ne sais pas si... Mais effectivement, c'est ce que moi, ça me renvoie. Quand on parle de recherche, la recherche médicale, les médicaments, oui, mais l'environnement, le poids de la parole, le poids du psychisme, la force de guérir qu'on a en nous. Enfin, tout n'est pas médicament. La solution n'est pas toujours médicamenteuse. Bon, voilà, c'était juste ce que je voulais exprimer. L'idée d'Amadiem, c'est vraiment d'accompagner les gens chez eux et dans la vraie vie. Donc c'est vraiment de créer des moments de vie et de partager et de vivre ensemble la maladie chez soi. Après, on se rend compte que des personnes qui vivent seules se retrouvent, malgré toute la mise en place d'aide à domicile, etc., vivent un certain enfermement chez elles, vivent beaucoup d'anxiété. Et c'est des personnes qui ont fait la démarche de venir vivre aux maisons de Crolles en disant là je suis sereine, le rythme est adapté à mon rythme à moi, on me respecte, donc j'ai envie d'habiter là. Elles sont venues, j'ai oublié d'en parler, mais les gens ne viennent pas du jour au lendemain aux maisons de Crolles, ils viennent d'abord en journée, ils s'approprient les lieux, s'ils ont le goût ils reviennent un peu plus, puis on les invite à une nuit, alors souvent avec un prétexte d'une soirée, de quelque chose, en disant rentrez pas chez vous, on va rester dormir sur place. Et les gens s'approprient les lieux et trouvent une certaine sérénité. Parfois, la maladie est quand même enfermante, malgré toutes les aides à domicile. Et puis, quand il y a une famille, sur les personnes jeunes, le conjoint, il est souvent au travail. Donc la personne, elle est seule toute la journée. C'est parfois compliqué. Et les aides à domicile, c'est très bien, mais c'est aussi intrusif. Pour la personne qui est chez elle et qui n'a pas forcément envie d'être aidée, et puis pour les enfants qui sont à domicile. Donc c'est vrai qu'il y a un moment où peut-être qu'on peut trouver un équilibre et une sérénité différente avec un domicile. Ce n'est pas la meilleure solution systématiquement, hein. C'est une possibilité qui est offerte. On ne prône pas la mise en établissement le plus tôt possible de tout le monde.
Mais on remarque, enfin en tout cas, que les personnes qui vivent seules, qui n'ont pas de conjoint, qui n'ont pas d'enfants à domicile, vivent l'enfermement et nous disent leur insécurité, nous disent à quel point elles allaient marcher, qu'elles n'osent plus aller marcher parce qu'elles ont soit peur de se perdre, soit peur de croiser des gens qui les reconnaissent et qu'elles ne reconnaissent plus. Il y a plein de choses en fait qui les met en échec et en enfermement. Et le fait d'être accompagné dans un quotidien qui respecte ce qu'elles sont, ça permet de refaire beaucoup de choses qu'elles ne savaient plus faire à domicile. Donc c'est quelque part une liberté nouvelle. C'est dans cet esprit-là qu'on le fait, mais on n'invite pas tout le monde à venir vivre aux maisons de Crolles en disant c'est merveilleux, venez donc là. Hein. Si les gens sont bien chez eux et de maintenir le bien chez soi, c'est un essentiel. Ouais, je ne sais pas si ça répond. Moi, je voulais dire que en tant qu'artiste, effectivement, mon activité va évoluer. Hein. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est sûr que ça va changer. La céramique, c'est compliqué parce qu'en plus, les marchés de potiers, c'est à 300 km, il faut essayer de transporter des caisses, des meubles pour les poser, dormir dans ma voiture, même si j'ai la place, c'est une grande voiture. Mais bon, c'est quand même fatigant hein, de vous réveiller le lendemain avec des courbatures partout. C'est terrible. Mais pour ce qui est de dire, on n'est pas que des cachets. Moi, je sais que des médicaments dans la journée. Moi, je sais que je rate un cachet. La maladie, elle arrive au triple galop derrière. Là, donc quand même, si c'est important les cachets, si c'est très très important. Merci beaucoup à vous deux. En mot de conclusion, je me retourne encore une fois un peu vers le texte, parce que quelque chose qu'on a peu abordé, mais qui me semble quand même important, c'est quand vous avez répondu à ma question de tout à l'heure, qu'on essaye de s'adapter au mieux, on essaye de jamais dire non. La question des contraintes, si on parle d'une société bienveillante, il faut aussi ne pas oublier les contraintes qu'une telle flexibilité, finalement, impose aussi à des équipes soignants, par exemple. Ça aurait été, on a peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc, je me réfère au texte. La bienveillance que nous attendons des autres imposera des efforts et même des contraintes à notre entourage, aux professionnels et aussi aux citoyens qui nous croisent de manière indifférenciée dans la rue. Si nous pensons à nos familles, le rapport à la maladie impacte bien évidemment la relation à l'autre. La question qui se pose est de mesurer, dans la perspective d'évolution de la maladie, les conséquences pour la personne aidante. Si nous pensons ensuite à notre voisin auquel nous confions nos clés qu'on oublions si souvent, s'il doit absenter très longtemps, il me le dit. Et ceci restreint aussi en partie sa liberté de mouvement. Et voilà, je pense que ça serait aussi à prendre en compte, à la fois comment peut-on être bienveillant et incluant pour les personnes vulnérables, mais en même temps aussi ne pas oublier toutes les contraintes que ça impose aux autres. Et maintenant, je laisse la place à Céline pour la première table ronde. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.